Ils sont 11 millions en France à s'occuper au quotidien d'un proche en perte d'autonomie en raison de son âge, d'une maladie ou d'un handicap. L'aidant est celui qui aide. J'aide est le podcast qui donne la parole trop souvent niée aux aidants. Leur vécu et leur ressenti, leur rapport au corps, le leur et celui de l'aider, leur stratégie pour jongler entre vie professionnelle et vie personnelle, autant de thématiques qui seront abordées sans tabou du point de vue des concernés. J'aide est un podcast produit par le collectif Je t'aide, l'association qui porte la voix des aidants. Bonne écoute. Élodie D'Andrea est cofondatrice du projet Les Bobos à la ferme, un gîte touristique inclusif, 3 étoiles et aux normes tourisme et handicap. Elle est également directrice de l'association Le Laboratoire de Répit et maman aidant d'une petite fille, Andrea, âgée de 5 ans et polyhandicapée. Tout ce qu'Élodie entreprend entre en écho avec son histoire personnelle et constitue le terreau de la nouvelle vie d'aidante et d'entrepreneuse qu'elle construit aux côtés de Louis, le papa d'Andrea. Cet entretien a été enregistré à distance. Découvrez son récit. Bonjour, je m'appelle Élodie. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Andrea, qui a bientôt 5 ans. Elle est polyhandicapée, elle est atteinte d'une maladie orpheline neurodégénérative. On a créé avec son papa Louis le projet Les Bobos à la ferme et l'association Le Laboratoire de Répit qui porte tout ce projet. L'objet de l'association, c'est de venir en aide aux aidants familiaux non professionnels et en particulier les parents d'enfants en situation de handicap. C'est une ambition qui est large et en tout cas le projet des Bobos à la ferme, c'est un projet qui est fait par des aidants, pour des aidants, au service des aidants. Avant la naissance d'Andrea, on vivait à Paris. On a déménagé pendant que j'étais enceinte à Pantin, près de la Villette. Et, on avait chacun un emploi avec lui. Moi, je travaillais avec des créateurs et dans l'économie sociale et solidaire. Et Louis était directeur d'établissements sociaux dans l'intermédiation locative, plus particulièrement. Et on avait une vie de je sais pas, de cadres parisiens, trentenaires, qui vivent à Paris depuis nos 20 ans, avec tous nos amis, et une vie culturelle assez riche et faite d'expos, de ciné, de concerts, de soirées dans des bars et des restos. Ça me paraît bizarre en fait d'en parler tellement c'était une normalité. Il y a 5 ans, il n'y avait même pas besoin de décrire cette normalité, de poser des mots dessus. C'est assez particulier encore aujourd'hui. Ça me semble très particulier de l'évoquer de cette manière. Mais c'est vrai que cette vie-là, pour le coup, n'existe plus parce que avec la maladie, avec le handicap, survient toutes les privations de liberté qui sont finalement le corollaire de la vie d'aidant. En tout cas pour nous, puisqu'on a une obligation en fait envers notre fille depuis sa maladie. Donc elle a été diagnostiquée quand elle avait 5 mois et on a été très longtemps en errance de diagnostic. Donc on a une obligation envers elle qui est celle de parents pendant 24 heures sur 24. Donc on a une charge très lourde au quotidien, pour reprendre les termes un peu techniques de danse, c'est-à-dire que on n'a pas de période de creux où on peut se poser. Et puis on a aussi décidé de reconstruire notre vie autour de la maladie, dans le sens où quand votre bébé est diagnostiqué à ses 5 mois, vous savez pas ce qui vous tombe dessus, c'est notre premier enfant.
Donc moi j'ai jamais pu reprendre le travail après avoir accouché, il y avait personne qui pouvait s'occuper d'elle. Et puis on a passé de longues semaines à l'hôpital chaque mois pendant un an de manière intense en 2016, puis en 2017, puis en 2018, moins en 2019 parce que grandissant son traitement se stabilise et on la connaît mieux aussi. Donc voilà, mais il y avait il y avait pas d'autre solution pour nous que d'arrêter de travailler. Moi, je ne pouvais pas continuer seule ce rythme effréné d'hospitalisation, de charge mentale poussée à son paroxysme. C'était impossible pour moi de tenir sans Louis, qui aurait continué sa vie professionnelle. Donc j'ai aucune culpabilité, aucune honte à dire que j'ai demandé d'arrêter de travailler pour qu'on s'occupe ensemble d'Andrea, pour que on l'accompagne ensemble, pour que moi je puisse tenir aussi psychologiquement, parce que je voyais mal en fait comment tenir sur le long terme seul pendant que lui aurait conservé sa vie professionnelle. À partir du moment où lui a décidé d'arrêter de travailler, enfin décidé, un peu contraint et forcé, la notion de choix est très limitée, elle est d'ailleurs quasiment inexistante dans ces cas-là. Finalement vous perdez vos emplois, vous n'avez plus les moyens financiers d'assurer un loyer parisien. Et si on pousse un petit peu la réflexion, à quoi bon continuer à payer un loyer parisien quand vous n'avez plus d'emploi, que vous ne pouvez plus profiter de la vie sociale et culturelle que vous offre la ville, qui est à disposition grâce à vos amis. Honnêtement, je ne vois que des inconvénients et pas forcément beaucoup d'avantages. Et puis finalement, faut pas oublier aussi que cette normalité d'avant fait mal au quotidien. Revoir un peu tout le monde qui continue son quotidien quand vous ne pouvez plus le faire. Voir vos amis qui continuent à avoir des enfants, qui grandissent correctement et avoir en miroir votre fille qui perd ses acquis, qui arrête de sourire, qui cumule les opérations, qui cumule les IRM, les électroencéphalogrammes, qui continue à apprendre du vocabulaire hospitalier qui ne sont pas des nouvelles chansons pour enfants. Et ben finalement, cette douleur-là, elle ajoute à la douleur de la maladie, elle ajoute à la charge mentale et nous, on avait besoin de couper avec ça pour pouvoir garder nos forces et rester concentrés sur tout ce qu'on pouvait donner à Andrea. On n'avait pas besoin de s'en rajouter toute cette peine en fait. Et finalement, c'est une peine qu'il faut toujours dissimuler puisque vos amis en sont bien conscients et essayent de pas vous faire de mal, mais en même temps, c'est pas du tout nous faire de mal que de voir leurs enfants. Enfin voilà, il y a quelque chose de très très difficile à expliquer avec de simples mots, parce que c'est vraiment des sentiments, et puis aujourd'hui c'est plus présent finalement, enfin plus autant présent qu'avant. Donc c'est compliqué de se remettre dans cet état d'esprit il y a 4 ans, mais en tout cas je sais que ça a fait partie aussi de nos décisions de départ. Je pense que la comparaison est toujours là quand t'es parent d'un enfant handicapé, ou quand tu es aidant d'ailleurs, mais elle est peut-être encore plus prégnante quand c'est ton premier enfant, que tu sais pas finalement, que tu sais pas à quel âge il va prendre des trucs, à quel âge il va devenir fan de Sophie la girafe, donc tout ça tu sais pas et t'es censé apprendre avec ton enfant et du coup nous on a appris d'autres choses avec Andrea et on a décidé en fait de mettre à profit tout ce qu'on apprenait avec elle. Donc voilà, on a quitté Paris après à peu près 8 mois d'hospitalisation très régulière, après une opération de la cataracte
pour Andrea, une opération d'hémigastrostomie, parce qu'elle était nourrie depuis ses 5 mois, depuis l'hospitalisation, elle a été nourrie par sonde nasogastrique, donc directement par le nez. Et après, le 22 avril, elle a subi une gastrostomie. C'était très compliqué puisqu'après chaque hospitalisation, elle perdait des acquis. Très dur de tenir. On a trouvé une longère, enfin un corps de ferme à rénover, près de Montreuil-sur-Mer, donc c'est la région d'origine de lui, où on allait régulièrement en week-end depuis 10 ans. Et on s'est dit que finalement, si on pouvait plus rester à Paris, puis qu'on conjuguait amis et famille, il fallait quand même pas qu'on s'éloigne complètement d'un autre cercle, mais où on aurait aussi de la famille et des amis. Et du coup, cette option-là, c'était Montreuil. Et donc, on a signé l'acte de vente en août 2016. On a rénové la longère principale pendant 21 mois et on a emménagé chez nous en avril 2018 après avoir fait 6 déménagements avec André dans plein de lieux parce que tout était compliqué. Il nous est arrivé moultes aventures et donc on a emménagé chez nous enfin en avril 2018 et entre-temps on a créé le projet des bobos à la ferme, on a créé l'association de laboratoire de répit qui porte ce projet-là. Donc l'association de laboratoire de répit a pour objet en fait d'œuvrer au soutien des aidants familiaux non professionnels et en particulier les parents d'enfants en situation de handicap. On s'imaginait pas l'ampleur qu'allait prendre ce projet, mais finalement tout vient des manques qu'on a eu dans notre parcours, notre histoire de vie, des injustices qu'on a ressenties, des sentiments d'abandon extrêmes qu'on a ressentis, des rencontres, parce que on fait rien sans rencontre, on est toujours la somme, je pense, des rencontres qu'on fait au fil de l'eau. Et on a découvert le 6 octobre 2016 à la radio qu'on était des aidants familiaux, parce que c'est la journée nationale des aidants. On sortait d'un an de galère absolue. André est né en juillet 2015, donc on sortait quand même d'un an de contact quasi quotidien avec des professionnels médicaux, paramédicaux, des travailleurs sociaux. Et personne à aucun moment nous a notifié qu'on était devenus quelque part aidant familial. On ne connaissait pas du tout ce terme. Et lui, le juriste, ça a ouvert une porte. Il est allé se renseigner sur les aidants familiaux. Il a découvert le droit au répit. Il a découvert également que ce droit au répit, c'était 90 jours par an pour les aidants dans un établissement social, médico-social. Il s'est renseigné auprès de plusieurs l'association. En tant que maman, la tête dans le guidon, il parlait de répit avec ou sans mon enfant. Je voyais pas très bien en fait comment j'allais pouvoir me décrocher de ma fille. Mais je l'ai laissé chercher et finalement ce qu'il nous proposait il ne correspondait pas forcément. Et donc au projet touristique qu'on avait, parce qu'on est parti en fait, on a acheté ce corps de ferme parce qu'on avait un projet touristique. En fait, l'idée, c'était de créer nos emplois à domicile pour rester le plus longtemps possible près de notre fille. L'idée, c'était de rester auprès d'Andrea pour avoir la possibilité de la voir grandir et puis et la possibilité d'organiser les soins à domicile. Donc, on voulait créer des gîtes en corps de ferme. Donc, lui a voulu intégrer en fait une offre d'aide aux aidants et de répit au sein de ces gîtes. On a participé à un concours en octobre 2016, on a présenté ce projet, et c'est ce qui nous a fait remporter le premier prix. Et c'est ce qui a fait que là aussi tout s'est accéléré pour le projet, puisqu'on a gagné le 7 500 €, donc ça a donné un souffle finalement au projet, et puis une légitimité, des retombées presse. On a décidé vraiment de co-construire avec les partenaires du territoire projet. Il faut savoir que lui et moi, on vient du milieu associatif, du milieu de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social. Donc, on n'envisageait pas du tout de créer une activité qui serait déconnectée de nos valeurs. Et quelque part, il fallait aussi créer une activité entrepreneuriale que l'on vive à un moment donné, puisqu'on n'avait plus de salaire. Et que le chômage auquel on avait le droit, on n'allait pas y avoir droit très longtemps. Donc, on a aussi décidé de mettre à profit ce temps et ces indemnités chômage pour construire ce projet. C'est quand même hyper important de soutenir financièrement les aidants familiaux pour qu'ils puissent garder la tête hors de l'eau au moment où c'est le plus important pour eux.
au moment où finalement le système n'est pas très aidant. Au départ, on ne savait pas du tout qu'on allait construire quelque chose d'innovant, être labellisé innovation sociale par le département, la région, recevoir de nombreux prix. Et on tenait énormément à se battre pour ce projet parce que je confirme qu'on continue à se battre au quotidien parce que c'est loin d'être une évidence d'accueillir des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire, en dehors des institutions, parce que pour nous, ça fait partie des solutions qui peuvent éviter de craquer. Et puis de là, on a voulu créer toute cette offre satellite. Je me suis rendu compte que, notamment chez les parents d'enfants en situation de handicap, c'était quasiment toujours la mère qui arrêtait de travailler, de manière voulue ou non, parce que le burn-out des aidants, parlons-en. En creusant sur à la lecture de nombreux articles, de nombreuses études, mais aussi en parallèle en rencontrant de nombreuses familles, de nombreux aidants, je me suis rendu compte que le droit des femmes au sein de l'aidance était particulièrement bafoué. Et une femme qui arrête de travailler pour s'occuper de son enfant, si c'est un choix, très bien, mais il faut bien prendre en compte les paramètres de ce choix, parce que moi, par exemple, j'ai pas eu le choix. À aucun moment, j'ai posé le choix, est-ce que tu continues de travailler ou est-ce que tu ne continues pas de travailler? Je n'ai pas pu reprendre le travail parce que, j'allais faire Andrea, mais que, en fait, pouvait pas, euh, elle ne pouvait pas, boire au biberon, passer au purée, passer au compote, parce que finalement, c'était physiologique, elle ne le pouvait pas. Donc, elle était pendant 8 mois, même après être entrée à l'hôpital. On a tellement à apprendre, on a tellement à apprendre d'une autre communication que la communication ordinaire des gens qui vont bien. Et là, je suis vraiment heureuse en fait de pouvoir avoir la possibilité de leur proposer un lieu, de pouvoir avoir la possibilité de bousculer ce que je pensais aussi acquis en moi, parce que c'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment l'objectif de Bobo à la ferme, c'est de proposer des séjours de répit en milieu ordinaire, un peu comme on proposerait de la scolarisation en milieu ordinaire à un enfant en situation de handicap avec l'aide d'une AESH. Bah là, tu peux avoir voilà, un séjour de répit en milieu touristique ordinaire avec l'aide ou non d'un professionnel, mais au moins d'avoir un établissement qui est énorme, parce que ce n'est qu'au contact de personnes différentes qu'on pourra accepter la différence, cultiver la différence et voir tout ce qu'elle nous apporte de bon, tout simplement. Si vous traversez votre vie sans jamais croiser une personne en situation de handicap, forcément, quand vous allez en croiser une dans la rue, ça va être bizarre. Vous allez avoir peur, vous allez avoir une sensation étrange, sauf que les enfants qui viennent ici, qui vont bien, qui vont jouer avec des enfants en situation de handicap, c'est la même chose que en milieu ordinaire finalement. Ça va développer en eux d'autres possibilités de communication, d'autres vecteurs de créativité pour jouer, travailler ensemble. Et ça va être des enfants qui, quand ils grandiront, n'auront pas peur, et au contraire sauront que ces enfants différents, devenus adultes différents, pourront leur apporter des choses différentes. Et c'est ce qui crée une vraie société inclusive, pas une société marketée inclusive, parce que ça fait bien dans les mots, dans les discours. On a appelé l'association le laboratoire de répit parce qu'on veut tester des solutions sur site, en temps réel, se donner le temps de l'expérimentation sur des séjours qui sont co-construits avec les familles et en sur-mesure. Ce qu'on souhaite, c'est proposer une offre de vacances adaptées alternative à ce qui existe déjà. On n'est pas du tout la solution de répit, parce que celle-ci n'existe pas. On est juste une famille qui a constaté plusieurs manques et on s'est dit que une famille ordinaire a finalement un choix infini de destinations
Elle choisira en fonction de paramètres divers comme ses appétences, ses finances, les désirs des enfants. Et finalement, ça doit être la même chose pour les familles aidantes. Et du coup, l'offre des bobos à la ferme, ça contribue finalement à étouffer ce choix. C'était le récit d'Élodie d'Andrea. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les bobos à la ferme sur le site internet lesbobosalferme.fr. JAID est un podcast produit par le collectif Je t'aide, l'association qui porte la voix des aidants. Vous pouvez soutenir JAID en nous ajoutant 5 étoiles sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet associationjetaide.org.